Bla 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 bla. Voilà, bla 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 bla. Coucou tout le monde. Ah bah vous êtes déjà présents, ça fait plaisir. Coucou. Voilà. Ah oui, j'ai un peu fait n'importe quoi avec mon setup là, enfin avec ma config là, je faisais. euh, C'est particulier, si vous voulez, c'est un moment historique, un moment fort dans ma petite vie. Vous voyez, je suis tout émoustillé. Et je n'attends qu'une chose, finalement, c'est que le soleil se lève et vienne m'inonder de son bonheur. Donc, eh ben, écoutez, coucou. Vous êtes déjà là, c'est le plaisir. Je suis content. Salut, salut, installez-vous. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, écoutez, moi ça va, merci. J'espère que vous allez bien. C'est peut-être ça que j'aurais dû dire en fait finalement. Est-ce que c'est pas ce qu'un mon streamer aurait dit de base? Alors la commu, comment vous allez? Moi ça va bien, moi ça va bien. J'espère que vous n'êtes pas trop perturbé par l'élection américaine. Moi personnellement, non. Je vous avoue. Euh, J'étais un peu curieux au début, et puis là ça fait 3 jours que tout le monde en parle en boucle. Donc au bout d'un moment, bon, on finit par s'y faire, n'est-ce pas? Écoute, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir déjà là. J'espère que vous allez bien. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez un peu de cette élection-là. Hein, il y a un petit côté un peu série Netflix, avec un scénario qui est pas ouf et qui paraît écrit de base, mais avec quand même des petits twists assez pour te faire rester, quoi. Voilà. Voilà, finalement, on se dit que c'est déjà plié. On connaît la fin de l'histoire. Et en fait, non. Et en fait, si, un petit peu quand même. Parce qu'en fait, on connaît pas la fin de l'histoire, mais on la connaît un peu. Voilà. Disons que si à la fin qu'on attend, on va se dire, ok, on s'en doutait. Voilà. Alors après, est-ce qu'il va y avoir un twist final comme en 2016? On verra. On verra. Ça a l'air mal parti pour le twist, en tout cas. Pour l'instant, le héros s'en sort bien. Il est en train de vaincre le méchant. À voir si le méchant aura les ressources nécessaires pour renverser la vapeur, mais ça paraît un peu tendu. Bon, ouais, non, mais c'est clair. Hein, le président du pays le plus puissant au monde, de la superpuissance américaine, se fait censurer par Twitter. C'est quand même dingue. Hein. C'est pour montrer la puissance des fake news et des réseaux. Enfin, c'est ouf. Ouais. Après, clairement, est-ce que Biden, Trump, est-ce que c'est pas poire à l'avant et sandwich au caca? Bah peut-être, hein. Peut-être un peu. On le saura dans ça dans quelques mois, quelques années, mais bon, en tout cas, ouais, vivement que que ce soit un peu fixé, hein, qu'on sache vraiment où on en est. Ah, mais il y a tout le monde qui arrive, c'est cool. Bonsoir PHDDD. Ah, toujours le meilleur pseudo du monde. Hein. PHDDD. Biden, c'est le Darmanin américain. Après, peut-être, mais en soi, Trump, il trempe aussi dans les affaires avec Jeffrey Epstein, euh, qui s'est suicidé en prison récemment, après, et qui était accusé de pédocriminalité. Donc bon, c'est un peu la foire à la saucisse, quoi. Hein, on va pas se mentir. Hein. C'est un peu la foire à la saucisse. Bon, alors, toujours est-il que... Attendez, parce que moi j'ai préparé une petite intro, s'il vous plaît, parce que ce soir, ce qui se passe en fait, c'est que... Ce soir, c'est une interview. Voilà, c'est la première interview de la chaîne. Alors, je suis très heureux. On va pas se mentir, je suis très content. Je suis super content parce que c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Je suis content que ça se réalise enfin, que ça se concrétise. Et donc, j'ai un invité de type qualitatif, hein, comme diraient les youtubeurs qui savent parler aux jeunes générations, de type qualitatif. Donc, j'ai un très bon invité, je suis très content. Donc aujourd'hui, je vais un peu m'effacer. C'est-à-dire que là, je fais un peu des blagues vite fait, c'est l'intro, on arrive, on se réveille, on se décontracte un petit peu. J'espère que vous avez préparé un petit thé, un diabolo, que sais-je. Moi, j'ai mon verre d'eau. Et chaque fois, 2 fois par semaine, j'ai mon verre d'eau en me disant, bon, c'est bon, un verre pour 1 heure de live, ça va suffire. Et en fait, pas du tout, et j'ai toujours super soif. Voilà. Mais bon, bref, que voulez-vous que je vous dise? Donc bon, aujourd'hui, je vais m'effacer un peu. C'est peut-être pas de trop, hein, finalement. Peut-être que finalement tout le monde est content de savoir que je m'efface un peu, auquel cas ça me ferait beaucoup de peine, bien évidemment. Mais bon, on va un peu introduire avant ça, je vais un peu introduire cette interview, cette émission. Car au cœur d'une année marquée par un virus mortel, par la peur, la douleur, la souffrance, les pleurs et les points de côté, une partie du monde se déchire.
Dans une lutte sans merci s'affrontent deux camps que tout oppose. Tout sauf l'âge, la couleur de peau, la classe sociale, le compte en banque et la soif de pouvoir. La guerre est politique, elle se joue dans les urnes et semble sans fin. Ici, nulle question de dragon, d'épée, il n'y a pas de trône de fer, mais une maison blanche. Il n'y a pas de marcheurs blancs, sinon les Trumpistes. Et il n'y a pas de mur, pas même à la frontière mexicaine. Dans cette guerre où complot et trahison se renvoient la balle, nul ne peut prédire le vainqueur. Alors, le futur président américain sera-t-il Joe Biden ou Donald Trump? C'est à cette question que nous n'allons pas tenter de répondre ce soir. Sortons de ce débat stérile, laissons cela au cirque médiatique et parlons en détail de la politique américaine, son fonctionnement et sa culture. C'est ça qui est en jeu et c'est ça qui est important. Donc, bienvenue dans Faut qu'on parle, les amis. Une émission animée par votre bon ami Baston Lagaffe. Donc, mon ambition ce soir, elle est simple en fait. Elle est simple. Derrière cette belle intro lyrique que j'ai concoctée ce matin, mon ambition, c'est de vous faire apprendre, de vous faire découvrir les trucs. Et évidemment, du coup, je suis bien entouré. Je ne serai pas seul, comme vous le disais-je précédemment, puisque, alors là, on est sur un petit changement de setup. Attention, puisque j'ai le plaisir de recevoir, je vais mettre mes écouteurs, Michael Stambolis. Bonsoir, Michael. Good evening. Bonsoir. Ah oui, Michael. Bonsoir, Michael. En fait, j'ai le réflexe de dire Michael, mais on va dire Michael. On va respecter ta double nationalité. Et bonsoir, Michael Stambolis. Bonsoir. Alors, ce soir, c'est en anglais, non? C'est en anglais, c'est ça? Exactement. J'espère que tout le monde est anglophone dans les. J'espère que vous êtes anglophone. Non, évidemment, on va rester au français. Et puis pourquoi pas si dans quelques temps on passe à l'anglais. Qui sait, peut-être que mon audience sera bientôt anglophone. Finalement, on ne sait pas. Et c'est évidemment tout ce que je vais m'auto-souhaiter. Alors, Michael Stambolis, donc tu es sociologue. Oui. Et tu es maître de conférences en civilisation américaine. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton parcours pour que les gens sachent tout simplement finalement à qui on a affaire et qui tu es finalement? Oui, écoute, volontiers. Déjà, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là aussi. Écoute, c'est ma première fois sur Twitch, donc comme quoi il y a une première fois pour tout. Donc, on n'est jamais trop vieux pour tenter de nouvelles expériences. Donc voilà, je suis très content. Donc mon parcours, qui je suis et d'où je parle. Donc je suis maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, qui est à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux. Et je suis dans le département d'études du monde anglophone, des mondes anglophones, et spécialiste des États-Unis, ce qu'on appelle ici en France la civilisation américaine, c'est-à-dire que j'enseigne en licence et en master sur les questions de la politique américaine, des institutions américaines, et puis au niveau master, j'enseigne un séminaire qui est autour des questions de mouvements sociaux, notamment le mouvement LGBT aux États-Unis. Et je suis également responsable d'un master à Bordeaux-Montaigne sur les questions de genre, donc le master études de genre. Voilà, donc en même temps, je fais de la recherche, je suis chercheur et je travaille sur, disons pour faire rapidement, la comparaison France-États-Unis sur plusieurs axes. Je travaille sur le rôle des experts dans les débats controversés, pourquoi on fait appel à certaines personnes dans un contexte politique. Pourquoi, par exemple, en France, on s'intéresse à la vie des philosophes, alors qu'aux États-Unis, on s'intéresse à la vie des économistes. Je travaille également sur les familles homoparentales, sur la sexualité, toujours d'une perspective comparative France-États-Unis. Voilà, et puis, disons mon parcours, effectivement, tu l'avais dit en intro, je suis de nationalité américaine à la base, maintenant je suis aussi de nationalité française, j'ai grandi aux États-Unis, et puis maintenant j'habite en France, je fais ma vie en France. Et j'ai un diplôme de docteur, une thèse que j'ai faite en co-tutelle à l'Université de Californie Los Angeles, UCLA, et à l'École des hautes études en sciences sociales, donc en sociologie. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour faire rapidement mon parcours. Merci beaucoup Michael. Alors du coup, ta connaissance de la civilisation américaine te vient à la fois de ta nationalité et des enseignements que tu peux délivrer. C'est ça? Oui. Enfin, disons, c'est pas parce que je suis de nationalité américaine que je me sens spécialement bien placé pour parler de la politique américaine, parce que il suffit pas d'avoir la nationalité pour avoir une connaissance. Oui.
Effectivement, mon expérience aux États-Unis, parce que c'est mon pays à la base, c'est là où j'ai grandi, donc j'ai cette expérience culturelle, l'immersion. Disons, mon expertise sur le système américain, le système politique, la société américaine, c'est mes enseignements en civilisation américaine et mes recherches sur les institutions politiques et sur la culture américaine. Ok, super. Ben, merci Michael. Et merci Bonjour pour ton sub. C'est très plaisir, merci. Euh, alors là, on est dans le langage twitchien. Ah, Avec merci. humour. Je suis là, hein, je vous le dis, mais on est basculé dans quelle langue là? Parce que Alors, petite, par souci de transparence envers tout le monde, j'explique comment cette interview a été préparée. Donc mardi, ben, certains d'entre vous étaient là mardi soir en direct sur Twitch. On a préparé l'interview ensemble. Donc les questions ne sont pas de moi, elles sont de vous pour la plupart et elles sont super intéressantes. Donc on a préparé l'interview ensemble. Et hier, Michael et moi, on a fait un petit briefing, comme disent nos amis anglophones, un petit rendez-vous sur Skype pour justement, j'ai pu le transmettre les questions parce que le but, même si là je joue au journaliste, on n'est pas chez Bourdin. Mon but c'est pas de dire alors Michael, Trump est-il un génie? Ah non, c'est un abruti, c'est ça que vous dites. Vous dites que Trump est un abruti. Non, on n'est pas là pour ça, on est là pour apprendre des choses. Donc mon but c'est vraiment de m'assurer que les questions étaient pertinentes, qu'elles fonctionnent bien et que Michael Stambolis avait toutes les cartes en main pour nous répondre et nous apprendre plein de trucs. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, on est là tous ensemble. Alors, Michael, qu'est-ce qui t'a amené? Ah oui, dernière précision, je tutoie Michael parce qu'on est sur Twitch et que on est jeune et qu'on est en 2020. Ah, mais c'est pas y a pas de comment dire de connivence idéologique particulière ou de connivence politique. Voilà, c'est euh, le tutoiement est là pour rappeler la familiarité, l'horizontalité, hashtag transparence, hashtag internet, tout ça, tout ça. Alors, Michael, j'aimerais qu'on aborde deux thèmes ce soir. Il y ok. a d'une part donc le système politique, le fonctionnement notamment des élections, et ensuite d'autre part la culture politique. Tu vois, donc là on est plus dans la vie culturelle aux États-Unis et la vie politique aux États-Unis. D'abord, j'aimerais qu'on parte de la base. Euh, pour les gens qui nous regardent, je parle comme journaliste, hein. Pour les gens qui nous regardent, y compris peut-être mon papa, ma maman, ce que j'espère d'ailleurs, papa, maman, j'espère que vous êtes là. Si oui, envoyez-moi un petit SMS. Pour les gens qui ont du mal à suivre, parce que pour nous, Français, le système américain, il est quand même très particulier, très différent, très complexe. Du coup, est-ce que tu pourrais, de manière synthétique, nous rappeler le fonctionnement général de la politique américaine? Je peux essayer. Je vais essayer d'être clair et bref. Euh, mais bon, effectivement, c'est pas toujours très très évident. Alors, si jamais il faut que tu m'arrêtes, n'hésite pas. Si dans le chat vous avez des questions, vous voulez que je précise quelque chose, n'hésitez pas. Donc du coup, les États-Unis est une démocratie, jusqu'à preuve du contraire. Euh, et c'est un système qui est constitutionnel, hein, qui est basé sur une constitution. Alors, un petit détail, contrairement à la France est à sa cinquième à peu près constitution, c'est pour ça qu'on parle de cinquième république, aux États-Unis, on a la même constitution depuis la fin du XVIIIe siècle. Et plutôt que de rédiger une nouvelle constitution, on fait des amendements au fur et à mesure. C'est-à-dire que le texte que ceux qui l'ont écrit à l'époque est le même avec nous et on rajoute des bouts au fur et à mesure pour le modifier. Voilà, donc ça c'est une spécificité américaine. Et cette constitution met en place un système fédéral. C'est-à-dire que quand on parle des États-Unis, il y a bien le fait État et uni. Et actuellement, il y a 50 États qui sont unis en un État fédéral. Donc on peut parler d'États fédérés, les 50 États fédérés, et l'État fédéral, le pays, si vous voulez. Donc la Constitution des États-Unis, qui est la Constitution du regroupement collectif de ces 50 États indépendants des uns et des autres, un petit peu comme l'Union européenne, mais avec une union plus forte,
euh, est un système qui se repose sur un certain nombre de principes. Un principe, par exemple, est la séparation des pouvoirs en 3 branches. Il y a la branche exécutive, il y a la branche législative et la branche judiciaire. Donc, la branche exécutive, c'est la branche qui exécute la loi. La branche législative, c'est celle qui la rédige. Et la branche judiciaire, c'est celle qui veille à ce que tout ceci soit respecté. Autrement dit, c'est au niveau fédéral, donc au niveau national, c'est le président et vice-président, branche exécutive, le Congrès, qui est composé de 2 chambres. Le Congrès est composé de 2 chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. Et enfin, la branche judiciaire, c'est les tribunaux. Il y a un certain nombre, il y en a beaucoup, en fait, de tribunaux qui se divisent dans plein de systèmes, mais tout le monde, disons, beaucoup de personnes sont au courant de la cour, la plus haute juridiction de l'État, qui est la Cour suprême. Voilà, donc ça, c'est les 3 branches. Et là, c'est le niveau fédéral. Donc, président, c'est le président des États-Unis, qui est le président de l'Union des 50 États. Mais ensuite, dans chaque État, il y a sa propre constitution, avec sa propre capitale, avec son propre exécuteur. Donc, en fait, dans les États, vous avez un petit peu comme l'équivalent du président. Le poste s'appelle le poste de gouverneur. Et beaucoup de gens savent, par exemple, que Arnold Schwarzenegger était le governor de la Californie. Ah, voilà. D'accord. Tu vois, donc... je vais essayer de reformuler. Alors, je parle sous ton contrôle. Tu me dis si j'ai bien compris. Dans le chat, dites-nous si c'est clair ou s'il y a quelque chose qui est pas très clair, parce que c'est quand même un peu complexe, on va pas se mentir. Hein. Donc, tu me dis si j'ai bien compris. Donc, il y a 50 États. Chaque État a un gouverneur. Chaque État a sa propre constitution. Mais sa propre capitale, sa propre législature et ses propres tribunaux qui sont spécifiques à cet État. Ok, et dont les règles vont changer d'un État à l'autre, peuvent changer d'un État à l'autre. Tout à fait. Ok. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut acheter certaines drogues dans certains États où c'est autorisé et d'autres on ne peut pas. Dans certains États, on peut rouler sur les autoroutes à une certaine vitesse, alors que la vitesse maximale va être d'une autre vitesse dans un autre État. D'accord. Ça, c'est des exemples. Hein. D'accord, bien sûr. D'accord. Et on a une question dans le chat. Ah, ça me fait plaisir. Est-ce qu'un État peut avoir des lois qui vont à l'encontre de la Constitution? C'est une très bonne question. Donc, je disais au début qu'il y a plusieurs principes. Un principe, c'est la séparation des pouvoirs. Un autre principe du système constitutionnel états-unien est qu'il y a la suprématie de la Constitution des États-Unis. C'est-à-dire que toutes les lois, qu'elles soient des lois promulguées par les législateurs et législatrices ou des lois qui sont dans les constitutions des États elles-mêmes, toutes les lois doivent respecter la Constitution des États-Unis. C'est la Constitution suprême et aucune constitution, aucune loi n'a le droit de déroger à la Constitution. Ok, donc tu as 50 États qui ont une espèce de forme d'indépendance, mais qui sont quand même chapeautés, dirigés quand même par l'État fédéré, donc. L'État fédéral, oui, c'est ça. Qui a une constitution suprême. Tout à fait, la Constitution des États-Unis. Ok, d'accord, très bien. Mais en tout cas, c'est très clair. En tout cas, dans le chat, tout le monde dit que c'est très clair. Donc, parfait. Très bien. Donc parce que surtout que c'est complexe en fait, c'est pas facile surtout en France. En France, on est dans un système très centralisé. Évidemment, il y a des départements, il y a des régions, mais le pouvoir le pouvoir centralisé en France à Paris est quelque chose qui est assez distinct, enfin qui distingue la France des États-Unis où le pouvoir est beaucoup plus décentralisé généralement. D'accord, je comprends. Et alors maintenant, venons-en au sujet de la semaine. Que dis-je du mois? Que dis-je de l'année? Siècle. Du siècle, en fait, peut-être du millénaire. Comment on fait pour gagner une élection présidentielle aux États-Unis? On dépense beaucoup d'argent. Ok, merci. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao. Non, concrètement, oui. quels sont les critères pour remporter une élection? Alors, du coup, pour gagner une élection présidentielle, c'est-à-dire pour être élu président des États-Unis, il faut
non pas remporter le suffrage populaire, ce qui est le cas en France, d'être majoritaire dans un scrutin. Alors en France, c'est un scrutin à 2 tours, un premier tour avec plein de candidats, ensuite les deux qui arrivent en tête font un face-à-face, le candidat ou la candidate qui a plus de 50% remporte le scrutin et devient présidente. Ça, c'est un système au suffrage universel, majoritaire, etc. Tout ce qui est le plus classique. Alors aux États-Unis, le problème est que le problème, de ma perspective, la spécificité du système états-unien est que la Constitution ne prévoit pas une élection du président par vote populaire, mais plutôt par un autre système qu'on appelle donc ce fameux collège électoral. Et le collège électoral n'est pas vraiment une institution qui existe quelque part. Si vous cherchez dans Google Maps, vous n'allez pas trouver un collège quelque part qui serait le collège électoral. En réalité, le collège électoral est une institution qui existe comme système de fonctionnement et qui est, pour le faire très simplement, mathématique. Dans le collège électoral, il y a 50-38 voix. Donc, c'est ces fameux grands électeurs. Et pour être élu président, il faut avoir la majorité des grands électeurs. Et la majorité des grands électeurs, c'est 270. Donc, il faut avoir 270 grands électeurs pour gagner l'élection. Alors, Pardon, vas-y. ah ok, justement, parce que ça, justement, c'est ce qu'on entend dans les médias depuis notamment une semaine. Et ces grands électeurs, en fait, c'est qui? Enfin, c'est quoi leur légitimité? Pourquoi est-ce qu'on leur donne autant de pouvoir? C'est qui? On s'en fout, en fait. Okay. Ça, cette question-là, c'est pas forcément la plus intéressante. Elle est intéressante, mais disons que c'est un détail. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont choisis en général par les partis pour leur fidélité au parti ou des grands donateurs. En gros, c'est les partis. Chaque État a son propre système pour décider qui va représenter, qui va porter les voix au collège électoral. Mais même si c'est pas précisé c'est pas précisé dans la Constitution des États-Unis, mais chaque État précise comment ça se fait. Mais généralement, ce qui se passe, c'est les grands électeurs doivent choisir, dans la plupart des cas, le candidat qui a remporté le vote populaire dans son État. Et chaque État a un poids pondéré selon sa population et un certain nombre d'autres critères. Ce qui fait que, en ce moment, vous voyez la carte des États-Unis avec les 50 États. Et on dit, Biden a gagné en Californie, Trump a gagné au Texas. Ça veut dire qu'en réalité, en Californie, la majorité des Californiennes a voté pour, donc à plus de 50% pour Biden. Et c'est l'inverse au Texas. Donc, le candidat a remporté cet État. Ces deux États-là, ou tous les États de toute façon, que ce soit la Californie, le Texas, New Hampshire, Massachusetts, Montana, tout ce que vous voulez, chaque État a un poids au collège électoral. Donc, sur les 538 grands électeurs, c'est dur à dire, les 538 électeurs sont dispatchés de manière de plus ou moins égalitaire selon le poids en population de l'État, mais pas tout à fait. Par exemple, la Californie, je vérifie ma carte pour ne pas dire une bêtise, la Californie a 55 voix. Donc sur les 538 voix, la Californie pèse 55. Le Texas pèse 38. De petits États comme le Montana pèsent 3. D'accord? Donc chaque État a un poids dans le collège électoral. Et pour pouvoir... Donc du coup, l'élection se situe au niveau des États. Donc c'est compliqué à expliquer, donc peut-être que tu veux me poser une deuxième question pour me relancer. Alors jusque-là, ça va. Mais il y a une question dans le chat qui est un peu celle que je me posais aussi. Du coup, est-ce que ça veut dire que les grands électeurs vont automatiquement avoir un vote cohérent avec la sensibilité politique de l'État? Ou est-ce que chacun fait un peu comme il veut? Alors,
C'est dur à être très tranché, mais la réalité est non. Ce qui se passe, c'est que là, quand on dit Biden a remporté la Californie, ça veut dire que Biden a remporté la Californie. Il a gagné l'élection en Californie, donc les 55 voix de la Californie vont lui être attribuées au collège électoral. La volonté personnelle de la personne qui va voter lors du collège électoral qui aura lieu dans les semaines à venir est inintéressant parce que normalement c'est mathématique et ça c'est il le fait. Dans la plupart des États, la loi de l'État contraint le grand électeur à voter pour la personne qui a remporté le scrutin dans son État. Il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas besoin de convaincre qui que ce soit. C'est en gros, c'est pour ça que pour moi le collège électoral est mathématique, c'est-à-dire que il n'y a pas de marge pour changer d'avis des grands électeurs. L'élection a lieu maintenant. A eu lieu mardi, on décompte maintenant, mais c'est pas comme s'il y avait moyen de pression pour faire changer l'avis des grands électeurs. En général, nuance, les textes peuvent être un tout petit peu plus compliqués. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en 2016, quand Trump a gagné, beaucoup de gens étaient scandalisés. Déjà, il a gagné sans gagner, et ça c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, il a gagné au niveau du collège électoral tout en ayant été minoritaire dans le vote populaire. C'est-à-dire que Hillary Clinton, elle avait plus de 3 millions de voix que Trump. Mais elle a perdu au niveau du collège électoral. Elle n'a pas perdu parce qu'il y a des électeurs qui ont changé d'avis. Elle a perdu à cause des maths. Ouais. Je m'explique. Elle a perdu parce que le nombre d'électeurs n'est pas parfaitement distribué selon le poids en population de l'État. Chaque État a un nombre d'électeurs qui est l'équivalent du nombre de sénateurs et du nombre de représentants au Congrès. Or, au Congrès, il y a 2 chambres, donc Sénat, Chambre des représentants. La chambre des représentants est une chambre qui est en rapport avec la population. Et plus un État est grand, plus il a de sièges à la Chambre des représentants. Donc la Californie a plus de sièges que tout autre État parce que c'est l'État le plus peuplé. En revanche, le Sénat n'est absolument pas distribué selon la population. Chaque État, même s'il n'y a que 2 ploucs qui habitent dans cet État-là, a droit à 2 sénateurs. Donc le Montana a 2 sénateurs, la Californie a 2 sénateurs. Sauf que les 2 sénateurs de Californie représentent un nombre d'ordre de grandeur beaucoup plus important que la population dans le Montana. Ce qui fait que au collège électoral, il y a une surreprésentation des États peu peuplés. Et ces États-là sont des États qui vont souvent voter républicain. Okay. Donc il est possible mathématiquement de perdre le vote populaire et de gagner au collège électoral. Ok, je comprends. Alors je reviens un peu dans le chat pour voir un peu ce qui se passe. Déjà bonsoir Nordine. Du coup ce soir-là on parle évidemment, si vous venez d'arriver, on parle de politique américaine et de culture politique américaine. Alors effectivement, donc le système, on voit qu'il est très complexe. Alors le passage par les grands électeurs, est-ce qu'il est utile ou pas? On y reviendra après, on y reviendra plus tard. Sur la place de la population dans ce vote-là, du coup. Moi, je me pose une question par rapport à tout ce que tu expliques là, Michael. Oui. Mais ce qu'on entend aussi à la télé, finalement, c'est qu'on entend souvent il manque encore 2000 ou 3000 voix pour machin, pour tel candidat. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on entend il manque 2000 ou 3000 voix si ce sont les grands électeurs qui y votent? Parce qu'on revient aux questions des maths. C'est pas les grands électeurs qui votent, c'est les gens, c'est les électeurs dans les États qui votent. Ensuite, le vote va être, c'est les grands électeurs qui vont porter leur voix lors du collège électoral. Et ils vont le faire. Donc, il y a les 55 grands électeurs de la Californie voteront pour Biden parce que Biden a gagné en Californie. Combien au Texas? Au Texas, 38 grands électeurs au Texas voteront pour Trump, puisque Trump a gagné au Texas. Donc, c'est pas comme s'il y avait vraiment un enjeu. Donc, quand on parle de nombre de voix qui manquent, c'est parce que parfois l'écart, il peut être très, très léger. Donc là, par exemple, ce soir, on n'a pas encore le résultat parce qu'en Pennsylvanie, on est toujours en train de compter. Et donc, l'écart entre les candidats est très faible, ce qui fait que, au fur et à mesure des décomptes, il est possible qu'un candidat rattrape l'autre.
Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il lui manque encore un certain nombre avant d'être certain qu'il est irrattrapable selon le décompte des voix. D'accord. Alors, Nourdine nous dit que se demande si ce tapage sur les élections américaines est si important que ça. On y reviendra après. Ça fait partie des questions au programme. Pourquoi est-ce que finalement on en parle autant? On y reviendra après, Nourdine. Alors, du coup, justement, comment ça se fait que là, il faut encore attendre quelques jours, voire quelques semaines, on nous dit, pour avoir un vainqueur? Parce que c'est le bordel. Ok. Parce que, alors, pour être concret, le système états-unien est compliqué. Je vous montre l'exemple. C'est vrai que je ne savais pas quand est-ce qu'on allait le faire. Donc moi, j'ai la nationalité américaine. Donc du coup, chaque État, il y a 50 États qui décident de son système, de son financement, de sa mise en place. En France, c'est très 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 standardisé. On va se présenter, on se pointe. On met un nom dans une enveloppe et on le met dans l'urne et c'est bon, d'accord? Et en plus, il y a énormément de bureaux de vote. Aux États-Unis, les États, alors moi je vote par correspondance, donc moi c'est pas par procuration. En France, on ne peut pas voter par correspondance, on vote par procuration. On demande à quelqu'un de porter sa voix physiquement. Il faut demander. Je pense que ça se passe maintenant à la mairie, ça se passe. Et on demande à quelqu'un de porter sa voix. Et on peut porter 2 procurations, je crois, ou peut-être même une seule, je ne sais plus exactement la règle. Alors qu'aux États-Unis, surtout dans le contexte de la pandémie, beaucoup d'États ont autorisé le vote par correspondance, par courrier. Ou alors moi, j'avais carrément l'option de faxer. Donc la plupart d'entre vous ne savez même pas ce que c'est que des fax. Vous en avez entendu parler. Mais voilà. Et là... ça, c'est un élément de la complexité. L'autre élément de la complexité, donc là, j'ai reçu mon bulletin par courrier la semaine dernière. Ça, c'est comme quoi, donc mon sticker que j'ai voté. Mais là, ça, c'est le bulletin. C'est pas le vrai bulletin parce qu'évidemment, mon vrai bulletin, je l'ai envoyé par la poste. Mais là, vous voyez, c'est un bouquin. C'est un bouquin parce qu'en Californie, mais c'est pas le seul État, j'avais à voter pour lors de la même élection. Donc là, il y a tout comment le faire, quels sont mes droits, etc. Mais j'avais aussi plus d'une quinzaine de questions de référendum sur lesquelles il fallait que je me prononce. Donc est-ce que je suis pour augmenter les impôts? Est-ce que je suis pour rajouter 1 centime à la TVA pour financer les écoles? Est-ce que je suis d'accord pour abolir la peine de mort? Bon, cette année, cette question-là n'était pas dessus, mais il y a des années où c'est sur le bulletin. Il fallait que je vote sur les juges. Il fallait que je vote sur le représentant de la ville, du comté. Il fallait que je vote aussi pour les législateurs dans l'État de Californie. Là, il n'y avait pas l'élection du gouverneur, mais il fallait que j'arrive à, je ne sais plus, la 11e page ou quelque chose comme ça, avant, enfin, la dernière question. Vous voyez, ça, c'est le choix du président ou de la présidente. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a plein de candidats. Il faut attendre la fin pour voir Biden, Trump, etc. Donc, c'est le bordel de voter parce que ça prend beaucoup de temps et il y a énormément de questions et que c'est pas simplement un nom dans une enveloppe qui suffit de dépouiller. Donc, en fait, pour les compter, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Et on imagine que effectivement le contexte de pandémie renforce encore plus le temps que ça va prendre. Est-ce que c'est déjà arrivé, en tout cas dans ta mémoire, est-ce que c'est déjà arrivé qu'une élection prenne autant de temps? Alors, c'est intéressant parce que oui, parce que quand j'avais 18 ans, c'était en 2000. 2000, c'est une autre élection très très contestée, où les candidats étaient Al Gore, qui était le vice-président sous Clinton, candidat démocrate, face à George W. Bush, qui était le candidat républicain. Et là, c'était aller jusqu'à la Cour suprême parce que il restait qu'un seul État, la Floride,
où l'écart entre les deux candidats était tellement faible qu'il fallait recompter pour être sûr que l'écart soit vraiment l'écart. Ah ouais. Ça arrive tout le temps, pas qu'aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi, que si l'écart n'est pas très important, là, il faut recompter pour être sûr qu'on ne se soit pas trompé. Parce que se tromper d'une voix, ou là, en l'occurrence, c'était pas une voix, mais se tromper de plusieurs centaines, plusieurs milliers de voix, ce qui peut arriver dans le décompte, comme il y a des millions, il faut les recompter pour en être sûr. Sauf que, là, on revient à la question de la complexité. La technologie en Floride en 2000 était tellement pourrie qu'il était très difficile d'interpréter les votes. Donc là, je suis désolé d'insister là-dessus, mais là, vous voyez, donc il y a des petits ronds à remplir. Là, il est bien précisé qu'il faut remplir le rond avec un stylo noir ou un stylo bleu. Il suffit que la personne, en remplissant son bulletin, ait rempli avec un stylo rouge pour considérer que son bulletin soit nul, ou qu'on ait des recours, ou qu'on ait des questions. Alors qu'en Floride, en 2000, c'était pas avec un stylo. Eux, ils avaient, et puis en plus, chaque comté a son propre système. Dans le comté de Miami-Dade County, où ça s'est passé, il me semble, il y avait un système de trouage. Donc, il y avait un machin qu'il fallait qu'on utilise, un outil pour mettre le trou dans le carton pour dire, voilà, ça c'est ma voix. Or, il y avait certains bulletins où le trou a bien été percé, mais que le bout de papier n'était pas totalement tombé du bulletin. Vous voyez, si vous voulez faire un trou pour pouvoir mettre quelque chose dans un classeur, eh bien, on a été venu à dire, est-ce que lorsque le bout de papier n'est pas totalement détaché, on peut considérer que c'est une voix nulle ou pas? Ah, c'est incroyable, hein? C'est vraiment incroyable et c'est allé jusqu'à la Cour suprême et la Cour suprême a dit on arrête de compter. Et du fait d'arrêter de compter, ça a donné l'État de Floride à George W. Bush et du coup, il a eu tous les voix au collège électoral de la Floride, ce qui l'a mis au-delà des 270 au collège électoral mathématiquement et il a gagné. Cependant, il a perdu au niveau de la voix populaire. Donc, il était un président minoritaire, comme Trump, tout comme Trump. Et ça a duré, ça allait jusqu'au mois de décembre. Donc, ça a duré très longtemps. C'était un moment ultra difficile, un peu comme maintenant. Ok, d'accord. Je comprends. Mais alors, dans le chat, on te remercie. Je vais le faire aussi, du coup, pour cet exemple concret. C'est très, c'est très utile, très pratique pour visualiser un peu concrètement à quel point c'est complexe et différent de nous. Une question qu'effectivement qui se pose, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce système d'élection. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il changera ou est-ce que ce serait vraiment si en fait qu'est-ce que ça prendrait de le changer finalement? Est-ce que alors critique, parce qu'il y a plein de choses à critiquer. On peut critiquer le collège électoral, ça c'est déjà, je pensais ça, c'est sur ça la question, le collège électoral. On peut aussi critiquer la complexité. On peut critiquer le manque de financement, c'est-à-dire que là, par exemple, quand je suis en personne et que je vote en personne, quand j'habitais encore à Los Angeles, quand je faisais ma thèse, là, je remplissais, je mettais les trucs. Après, il fallait les mettre dans une machine qui les scanne. Après, il fallait que je valide sur un écran tactile. Dans d'autres États, tout se passe par écran tactile. Dans d'autres États, tout est sur papier. Rien n'est standardisé. Et les États ne mettent pas beaucoup d'argent, en fait, dans l'organisation du scrutin. Donc là, on pourrait, ne serait-ce que de mettre beaucoup plus d'argent dans le scrutin, de trouver un système qui sera un peu plus fluide, ça résoudrait les problèmes de lenteur de décompte, déjà. Mais ça n'abolirait pas le problème du collège électoral, qui est un autre problème. Ouais, je pense que c'est ça le problème le plus notable en tout cas. C'était la question de Dark Coet qui demandait effectivement est-ce qu'on pourrait pas changer ce système de collège électoral? Oui, on peut tout changer. Comme j'ai dit, alors on peut. C'est comme quand on dit est-ce que je peux, quand les étudiants en cours me demandent est-ce que je peux, et je dis je sais pas, c'est à vous de me montrer si vous en êtes capable. Donc est-ce que nous pouvons changer le collège électoral? On peut. La Constitution le permet. La Constitution, pour changer la Constitution, pour pouvoir le faire, il faut amender la Constitution. Tout comme on a aboli l'esclavage. Tout comme on a créé le scrutin universel, dans un premier temps pour les anciens esclaves hommes, ensuite pour toutes les femmes via le 20e amendement, ou 19e amendement, bref.
On a changé la Constitution de manière importante tout le temps, sauf que changer la Constitution est extrêmement difficile parce que c'est le document le plus important. Pour changer la Constitution, il y a deux façons de faire. La façon la plus habituelle, et puis en plus on a amendé la Constitution une bonne vingtaine de fois depuis le début, donc du coup ça se fait rarement. Il faut qu'il y ait 2/3 du Sénat et 2/3 de la Chambre des représentants, donc en gros 2/3 du Congrès, qui rédige l'amendement et que ce soit validé ensuite par le président, évidemment. Ensuite, on le soumet aux États et il faut que 3/4 des États, non 2/3, pardon, non si c'est ça, 3/4 des États ratifient l'amendement. Et ça, pour le coup, donc, aujourd'hui, on a un Sénat qui est à 50-50 où ça change de 2 sièges. Autant dire qu'on ne va jamais arriver à 2/3 du Sénat, qui est composé de 100 sénateurs, 2 par État. On est très loin de 2/3 à la Chambre des représentants. Imaginons que par miracle, on arrive à mettre suffisamment de monde d'accord, 2/3. Ensuite, il faudrait que ce soit validé par 3/4 des États. Mais vous voyez bien la carte des États-Unis rouge et bleue. Il y a beaucoup plus d'États, enfin beaucoup, il y a plus d'États rouges que d'États bleus. Disons plus d'États qui votent républicains, plus d'États qui votent démocrates. On est loin des 3/4. Et si je reviens à la question politique, c'est parce que l'opinion publique est extrêmement tranchée sur la question du collège électoral. Alors, la majorité des Américains est pour l'abolition du collège électoral. Et moi, j'ai envie de dire ouf, parce que moi, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Et on est à l'ordre de, j'ai regardé les statistiques tout à l'heure, les sondages d'opinion, 58% d'Américains est pour l'abolition du collège électoral. Alors on peut se dire, bah là, il y a une volonté pour le faire. Le problème est que cette 58%, ça c'est la moyenne, mais quand on regarde, c'est extrêmement tranché politiquement. 81% des démocrates voudraient abolir le collège électoral. Seulement 32% des républicains veulent abolir le collège électoral. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que les républicains ne gagnent plus d'élections pas convainquant la majorité d'Américains de voter pour eux. Donc, Bush, il n'a pas réussi à convaincre la majorité d'Américains. La majorité d'Américains a voté pour Al Gore. Or, les maths, le surpouvoir des États peu peuplés et qui votent républicains ont fait qu'il a gagné. Et c'est pareil pour Trump en 2016. Trump, il n'a pas réussi à convaincre la majorité d'Américains. Il a perdu l'élection par plus de 3 millions de voix. Sauf il a gagné grâce au collège électoral. Donc les républicains n'arrivent plus à avoir une coalition politique qui soit suffisamment convaincante pour gagner une élection qui se reposerait sur une majorité des électeurs, en fait. Et donc, du coup, le collège électoral est nécessaire pour que les républicains gagnent. Et ça fait un certain temps maintenant que les républicains n'essaient plus de convaincre la majorité d'Américains de voter pour eux. Ils essaient seulement de convaincre suffisamment de gens dans les États clés pour gagner. D'accord. Et donc, c'est pas dans leur intérêt de l'abolir aux républicains. D'accord, je comprends. Et bien justement, puisqu'on parle de stratégie, fonction des États, j'aimerais qu'on passe au thème suivant. Alors, dans le chat, si toujours vous avez des questions, ben, vous êtes les forts bienvenus, n'est-ce pas? C'est vous les stars ici, après tout. J'aimerais qu'on parle de la culture politique, justement. Quels sont les thèmes majeurs pour gagner une élection aux États-Unis? Alors là, c'est une question importante et je pense que on peut pas généraliser comme ça parce que ça change selon. Alors, on peut poser la question d'aujourd'hui. Comment ça fait aujourd'hui, depuis 2 ans, que sont les thèmes qui reviennent régulièrement? Qu'est-ce qui fait que d'expliquer, enfin, c'est pas un art, c'est toute une science. La science politique, la sociologie politique sont des disciplines qui existent notamment pour expliquer pourquoi
des candidats ou des questions ou des lois sont promulguées ou pas, etc. Donc c'est difficile de répondre rapidement à ça. En plus, la situation aux États-Unis, c'est que on n'est pas face à une élection. Il y a évidemment l'élection générale pour tout le monde, mais en réalité, l'élection, quand on regarde bien, c'est une élection qui se joue dans les États pivots. Les États alors un État pivot, oui c'est ça, un État pivot. Je suis un peu fatigué. Un État pivot est un État qui peut changer d'une élection à l'autre. Et donc du coup, là par exemple, les républicains, ils ont compris qu'ils ne vont pas gagner en Californie. Ils ne vont pas convaincre la majorité de Californiens pour voter pour un candidat républicain pour les présidentielles. Pareil dans le New York, pareil dans l'Illinois, l'État qui contient la ville de Chicago. Voilà, donc l'élection ne se joue pas en Californie, ne se joue pas dans l'Illinois, ne se joue pas à New York, ne se joue pas. Alors là, cette année, c'était un peu différent au Texas parce que les démocrates avaient un peu d'espoir, même si ils n'ont pas finalement remporté le Texas, mais ils n'étaient pas loin. Mais d'autres États changent. Et le fait qu'on ait une marge de manœuvre fait que la campagne va s'orienter vers ces États pivots. Donc, les questions importantes sont les questions qui vont concerner les électeurs dans ces États. Et tout dépend de la composition démographique, des enjeux économiques, culturels, etc., de ces États. Bien sûr, ça ne se détache pas du niveau national. Là, on est face à une pandémie qui concerne tout le pays. On est face à des enjeux climatiques qui concernent toute la planète. Donc ça, c'est sûr que, bon, on ne peut pas les détacher, mais il y a des spécificités par des États. Donc là, par exemple, en Pennsylvanie, il y a une grande industrie minière et de l'exploitation des ressources fossiles. Et c'est aussi un État qui a perdu beaucoup d'emplois dans ces industries-là. Est-ce que comment un candidat va faire pour convaincre ces électeurs-là, disons des gens qui travaillent ou qui travaillaient dans des mines de charbon, par exemple? Comment on va faire pour convaincre ces gens-là? Alors, les mines de charbon, ça ne va pas forcément être une question importante au niveau national, mais c'est une question importante dans des États qui ont ces industries. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre en place des stratégies et des communications En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs strates, plusieurs couches en fait de communication politique. C'est-à-dire qu'il y a au niveau national, donc vraiment au niveau de tous les États-Unis, et en plus, il faut vraiment cibler sa communication pour chaque État. Alors là, on ne t'entend plus, Michael. Voilà, là on t'entend. J'avais besoin de tousser et je voulais vous épargner de ça. Ah, c'est gentil. Mais ça n'a pas raté. Oui, on a une stratégie de communication qui est spécifique selon l'État. Et il y a des stratégies de communication qui peuvent être spécifiques par rapport à l'État, mais aussi une stratégie nationale. Et selon la trésorerie de guerre dont dispose une campagne, ils vont faire une stratégie à plusieurs niveaux. Si on n'a pas assez d'argent, on va peut-être choisir que quelques États clés et on va orienter sa stratégie par rapport à cet État-là. Parfois, on va avoir plus d'argent, on va dire, et là, c'est ce qui s'est passé cette année, c'est que Biden, il avait beaucoup d'argent, énormément d'argent. Et ils n'avaient pas trop dépensé au début. Donc, en fait, et puis là, on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans les détails des campagnes et qui les organise, qui les finance. C'est extrêmement compliqué. Mais disons, pour faire vite, la campagne Biden, soutenue par le Parti national-démocrate, et chaque État a son propre parti démocrate au niveau de l'État, ils avaient amassé pas mal d'argent. Du coup, récemment, ils se sont dit, ah ben en fait, le Texas, il y a peut-être une chance. Donc, alors que traditionnellement, les démocrates, ils vont pas dépenser beaucoup d'argent au Texas parce que c'est de l'argent gaspillé, parce qu'on va jamais arriver à convaincre assez de monde. Donc ça sert à rien de dépenser de l'argent dans un État où on est sûr de perdre ou où on est sûr de gagner. Mais là, comme il restait de l'argent, les démocrates ont investi dans certains États où traditionnellement ils se disaient qu'ils n'avaient pas de chance. Et donc du coup, la communication va changer aussi selon les gens qu'on va essayer de convaincre.
Là, on n'a pas vraiment répondu à la question des thèmes, parce que ça varie énormément d'une élection à l'autre, mais on retrouve tout le temps les thèmes classiques, disons, qui se regroupent selon certains axes, l'économie, en fait, la réalité, la politique internationale n'est pas nécessairement très convaincante pour la majorité des électeurs. D'accord, bah en fait c'est pour ça, bah en fait tu as répondu à ma question qui était l'exemple de l'industrie minière en Pennsylvanie est très parlant. C'est-à-dire que il faut savoir s'adapter à chaque État et, Oui, et différents États vont avoir différents thèmes en fonction de leur spécificité en fait. tout à fait. Démographique, sociologique. Mm, mm. Très bien, et on a une question dans le chat, c'est est-ce que la visée des États clés n'est pas plutôt une visée de population? C'est-à-dire que les républicains qui sont plus conservateurs, ils n'ont aucune chance de convaincre des habitants de métropole, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Et j'apprécie beaucoup cette question. Je suis désolé, c'est vrai que moi je les vois en même temps, mais comme c'est sur mon deuxième écran, je n'ai pas tout à fait l'œil dessus Mais tout le c'est temps. pareil, il y a super journaliste qui gère, donc c'est bon. Voilà, très bien. Donc du coup, c'est très important et je pense que c'est extrêmement important de se rendre compte qu'en fait les États sont composés de comtés, d'autres unités, des villes, des campagnes, etc. Et donc quand on regarde un État, bah on se dit Texas, c'est des républicains, ou même le Kentucky, que c'est vraiment des républicains. Bah en fait non. Il y a beaucoup de démocrates qui habitent dans ces États-là, tout comme il y a énormément de républicains qui habitent dans des États entre guillemets démocrates. Mais on les voit pas, ils disparaissent ces gens-là. Il y a plein de sites web qui permettent de changer la cartographie et de voir plutôt par comté, par population, par etc. Et là, on n'a pas tout à fait la même carte, ou de pondérer par la population, parce que forcément la carte géographique n'a rien à voir avec la population. Bref, je vous donne un exemple qui pour moi est un petit peu parlant. Il y avait une manifestation avant l'élection à Beverly Hills, qui est dans le comté de Los Angeles, Beverly Hills que vous connaissez sûrement. Et c'était une manifestation pro-Trump. Et les gens disaient, mais comment se fait-il qu'à Los Angeles, en Californie, il y ait une manifestation pro-Trump? C'est bizarre, c'est aberrant. Ou alors ils viennent d'où? Ils sont tous venus en caravane depuis un autre État? Pas du tout, parce qu'en réalité, il y avait davantage, ne serait-ce qu'à la ville de Los Angeles, il y avait davantage de gens qui ont voté pour Trump que tous les gens qui ont voté pour Trump dans l'État du Tennessee, par exemple. Parce que Los Angeles, disons la ville de Los Angeles fait, l'aire géographique de Los Angeles fait 20 millions de personnes. Donc sur les 20 millions, il y a seulement beaucoup de gens qui ont voté Trump, mais qui n'étaient pas majoritaires, et qui sont plus nombreux que des gens qui habitent dans le Tennessee. Et c'est vrai que là, pour la question de viser les campagnes qui visent les populations, je pense que c'est ça. Mais tout est une question de quelle population et dans quelle proportion. Évidemment, on veut maximiser ses possibilités de convaincre des gens de voter pour son candidat. On prend l'État en ce moment qui fait beaucoup débat et que je regarde beaucoup, c'est la Géorgie. La Géorgie qui est dans le sud et qui a traditionnellement voté, alors traditionnellement, c'est un détail, j'ai pas envie de trop complexifier les choses, mais jusqu'à la milieu du XXe siècle, le Sud était plutôt démocrate parce que le démocrate était le parti des sudistes, pro-ségrégationnistes, racistes. Et c'est vraiment autour du milieu du XXe siècle où et les républicains, la genèse du parti républicain était le parti anti-esclavagiste au XIXe siècle. Mais au cours du XXe siècle, disons que leur perspective par rapport à l'inclusion des personnes racisées dans la démocratie américaine s'est inversée. Pour dire très rapidement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, disons que traditionnellement, la Géorgie, il y a très longtemps, était démocrate. Mais disons que dans le contexte actuel, c'est un État républicain, sauf que la démographie de la Géorgie change un peu, puis surtout la Géorgie contient un certain nombre de villes importantes, notamment la ville d'Atlanta, qui est peuplée d'électeurs démocrates, et la banlieue d'Atlanta et d'un certain nombre d'autres villes. Donc du coup, la campagne démocrate et la campagne républicaine en Géorgie devaient convaincre suffisamment de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur de l'État,
il faut convaincre la majorité de personnes dans l'État. Or, non pas la plupart, mais les villes sont très très peuplées et les villes votent en majorité pour les démocrates. Donc si les républicains ne veulent que convaincre les gens qui habitent à la campagne, eh bien il se peut que les gens qui habitent à la campagne ne sont pas suffisamment nombreux pour être plus nombreux que les gens qui habitent en ville. C'est pour ça qu'il se peut que la Géorgie bascule du côté démocrate cette année, parce que les démocrates auront convaincu suffisamment de personnes en Géorgie, notamment en ville, mais pas que, en banlieue aussi, et dans certaines campagnes aussi. Et que les républicains n'ont pas réussi à convaincre les gens en ville de voter pour eux. D'accord. Pour faire ok, d'accord. C'est super, super intéressant. Et c'est dingue, à chaque fois qu'on pense avoir compris quelque chose, on creuse un peu et en fait on voit que sous terre il y a encore plein de sous-branches à comprendre. Ouais. Ok, effectivement, alors bon, Los Angeles, c'est 20 millions d'habitants. C'est fou. J'avoue que je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Un tiers de la France est à Los Angeles, en fait. C'est pas la ville en soi, la ville fait 3 millions, je pense, mais c'est disons, quand on parle ce serait comme à l'échelle de l'Île-de-France. C'est la métropole de Los Angeles, mais c'est extrêmement peuplé, effectivement. D'accord, je comprends. Alors, avant de revenir à une question qui a été posée tout à l'heure dans le chat, je rappelle simplement, si jamais vous venez d'arriver, que ce soir on est avec Michael Stambolis, sociologue et notamment professeur en civilisation américaine, et on parle du coup de culture politique. Tu me fais une promotion dont je serais très fier, mais je ne le suis pas encore professeur, je suis seulement un pauvre petit maître de conférence. Alors, autant pour moi. Alors, je recommence, qui n'est finalement qu'un pauvre petit maître de conférence. Je suis désolé, on n'a pas trouvé mieux. On fait avec ce qu'on a. Du coup, une question qui a été posée tout à l'heure et sur laquelle j'aimerais revenir. Pourquoi est-ce qu'on parle énormément de la campagne américaine? Pourquoi est-ce qu'elle a l'air plus importante qu'ailleurs? Est-ce que c'est juste parce que c'est un grand pays, un pays très connu, enfin très très important dans le monde, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? C'est une excellente question. Et je pense que la réponse, c'est parce que les États-Unis, c'est un empire. Et que nous sommes dans un endroit, disons, un empire qui ne ressemble pas forcément aux empires qu'on ait pu connaître jusque-là. Mais l'impérialisme américain, dans sa forme contemporaine, fait que ce qui se passe aux États-Unis a un impact important sur le monde. Alors, ce n'est pas une question de juste ou pas juste, mais c'est une réalité. Cet impérialisme s'exprime de plein de manières. Alors, un impérialisme militaire, un impérialisme économique, donc le fait que le dollar, par exemple, soit la monnaie d'échange par excellence. Donc, du coup, l'économie mondiale est intimement liée à ce qui se passe aux États-Unis. C'est aussi, pour le moment, toujours la première économie en termes de production, en termes de richesse. Donc tout ça fait que ce qui se passe aux États-Unis a un impact disproportionné sur les autres pays. Il y a ça. Il y a aussi un impérialisme culturel, ce qui fait que les productions culturelles, la musique, le cinéma, d'autres ouvrages artistiques sont diffusée au niveau international. Alors, la diffusion internationale, que ce soit des idées ou des gens ou de la culture, n'est pas toujours dans un seul sens. Donc là, c'est un aspect-là. Mais effectivement, la domination par le biais de l'Empire américain est un phénomène important qui permet de l'expliquer. Ça, c'est un élément. Un autre élément est que ce qui se passe aux États-Unis n'a pas seulement une implication par le biais des relations internationales, donc que les États-Unis se retirent des accords de Paris sur le climat, ça a un impact super important. Donc il y a ça, ou de la décision des États-Unis à l'ONU, la décision des États-Unis de ne plus financer l'Organisation mondiale de la santé, ce genre de choses est très très important. Et les candidats ont des engagements sur ces questions-là. Et là, si l'Organisation mondiale de la santé n'est pas bien financée, entre autres par les États-Unis, c'est un problème pour tout le monde sur la planète. Mais un autre élément aussi, c'est que malgré tout, on est aussi dans un contexte
disons, on dit mondialisé, mais la mondialisation, c'est aussi une question de statut partagé de personnes selon leur classe sociale. Alors, je mets un petit peu mon chapeau sociologique pour faire, c'est pas ultra sophistiqué ce que je vais dire, mais les élites dans beaucoup de pays ne sont pas limitées à leur pays. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt des oligarques russes de pouvoir plus rapidement acheter leurs appartements à Manhattan ou leur villa à Los Angeles si le contexte fiscal y est favorable. C'est beaucoup plus intéressant pour des banques suisses, les banques françaises, d'avoir un président qui va leur permettre de faire du fric aux États-Unis ou dans des pays où les États-Unis ont une influence ou avec des accords. Donc c'est aussi dans l'intérêt ou pas dans l'intérêt des élites, je généralise, hein, de certaines élites, que ce soit au niveau des décideurs, au niveau des individus, d'avoir une politique américaine favorable à leurs intérêts. Et bien sûr, ce qui se passe pour les élites en France ou dans d'autres pays a un impact pour nous aussi. Donc, quand les présidents s'appellent pour se féliciter, évidemment, c'est une formalité diplomatique, mais derrière ce symbole est tout un tas de choses qui se passent et qui ont un impact très concret dans notre quotidien. Donc là, c'est un autre aspect. Il y a un autre, donc c'est une question très très riche, je pense, mais un autre aspect qui me semble être très intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément. Alors la France, c'est un peu spécifique, mais les États-Unis, c'est quand même un pays d'immigration. Alors déjà, c'est un pays qui a été fondé, bien entendu, sur une colonisation, génocide, esclavage. Depuis le 19e siècle, c'est aussi un pays d'immigration de masse et c'est un des seuls pays à avoir un taux d'immigration si élevé et de gens qui viennent de partout. Alors, bien sûr, il y a eu des lois anti-immigration xénophobes, racistes depuis longtemps, mais dans les années 60, il y avait une ouverture importante aussi de l'immigration. Disons que l'immigration était plutôt restreinte aux pays européens au 19e siècle, pour faire vite, pas que, mais qui était plus limitée d'autres pays. Il y avait des quotas, mais dans les années 60, on n'avait plus de quotas racistes, on avait permis davantage d'immigration. Ce qui fait que, en fait, beaucoup de gens sur la planète connaissent quelqu'un qui habite aux États-Unis. Ou des gens, ils peuvent avoir des contacts, des amis, ou des gens qui ont des amis. C'est-à-dire qu'on a une familiarité quotidienne avec la réalité aux États-Unis qu'on n'a pas avec d'autres pays, y compris d'autres pays importants, comme la Chine. On est beaucoup, beaucoup moins nombreux sur la planète à connaître personnellement quelqu'un qui a vécu en Chine. Alors qu'on est beaucoup plus nombreux, en général, à connaître quelqu'un qui a séjourné aux États-Unis, ou qui a de la famille aux États-Unis, ou qui a émigré aux États-Unis. Voilà. Alors, je disais que la France est une exception, c'est parce que, contrairement à l'Espagne, au Royaume-Uni, à l'Irlande, à l'Allemagne, à l'Italie, au Portugal, etc., la France est un des seuls pays qui n'a pas envoyé en masse ses ressortissants pour s'installer. Évidemment, il y avait une immigration française vers les États-Unis, mais c'est beaucoup plus faible que l'immigration espagnole ou italienne, ou même basque, j'ai envie de dire, du côté espagnol. Bref, donc le rapport qu'on a personnellement avec les États-Unis est peut-être différent que le rapport qu'ont, par exemple, les Irlandais, dont la plupart ont des membres de leur famille qui habitent aux États-Unis. D'accord. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a peut-être une immigration vers les États-Unis qui est moins forte, historiquement. Oui. C'est ce qui explique qu'on se sente un peu, des fois, qu'on en a un peu ras-le-bol de voir que pendant une semaine, on parle des États-Unis, alors que Oui. d'autres pays sont plus intéressants, plus intéressés que nous. D'accord. Donc en fait, c'est vrai que le mot empire, il est pas, comment dire, il est pas en trop en fait finalement. On est vraiment face à face à une hégémonie, comme tu disais, C'est une culturelle, perspective. américaine, militaire. Ouais. Petit Tout à fait. lapsus. Non, D'accord. non, mais t'as raison. Hégémonie, c'est le bon mot aussi. Ok. Et alors on a deux questions dans le chat. On en a une d'abord de Nourdine qui demande est-ce que tu penses que ça va vraiment changer quelque chose, que ce soit Trump ou Biden, qui sera élu, étant donné l'importance qu'ont les lobbies aux États-Unis et le pouvoir des trois chambres.
Des deux chambres. Des deux chambres, Ouais. ouais, pardon. Contrairement à la France où le pouvoir est entre les mains du président. Est-ce que finalement il y a. Bah, cette question, elle pose un peu la question du pouvoir du président en place. Ouais. Alors pour revenir à la question qu'on avait abordée en début, qu'il y a un certain nombre de principes dans la Constitution américaine. Un autre principe, c'est le principe de checks and balances. Et bon, c'est difficilement traduisible, mais en gros, un système de pouvoir et de contre-pouvoir. Il y a une séparation de pouvoir entre la branche législative, exécutive et judiciaire. La Constitution a mis en place un certain nombre de contre-pouvoirs de contre-pouvoirs, un certain nombre de mécanismes qui permettent les branches de checker, en quelque sorte, le pouvoir des autres. C'est-à-dire que le président, il ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'il faut avoir l'aval du Congrès pour faire certaines choses. Je vous donne un exemple. Le président n'a pas la possibilité de déclarer une guerre. Ce n'est pas dans le domaine des pouvoirs présidentiels, c'est dans le domaine du pouvoir législatif. C'est le Congrès qui a le pouvoir de déclarer une guerre. Et le président, il peut faire une demande d'une déclaration de guerre. Mais le Congrès ne va pas forcément être de son côté. Ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, Roosevelt n'arrivait pas à convaincre le Congrès de permettre les États-Unis de rentrer en guerre. Il fallait donc du coup, si c'était qu'à lui, peut-être que les États-Unis se seraient engagés plus tôt dans la guerre. Mais ce n'était pas son pouvoir, et donc du coup, il ne pouvait pas le faire. Un autre contre-pouvoir, mais dans l'autre sens, c'est le veto. Le Congrès, il peut dire, nous sommes pour donner du chocolat à volonté à tout le monde. Bon, je pense que ça marcherait. Mais disons que le président, il n'est pas pour. Le président, il dit, non, j'oppose mon veto. Et donc, du coup, cette loi, elle ne passe pas. En revanche, le Congrès, s'il arrive à convaincre 3/4 des membres, peut outrepasser le veto du président. Ensuite, il intervient aussi la Cour suprême qui juge, qui veille à ce que toutes les lois et toutes les décisions présidentielles respectent la Constitution. Voilà, donc il y a ce système de pouvoir et de contre-pouvoir, l'équilibre entre les branches, qui fait que effectivement le président ne peut pas tout changer à lui tout seul. Sauf, et là je pense qu'il est important de nuancer, depuis un certain temps, j'ai pas envie de dire une date, mais disons depuis le milieu du XXe siècle, pour être très rapide, petit à petit, la branche exécutive a gagné en pouvoir. Le Congrès a délégué son propre pouvoir au président. Ou alors a fait un certain nombre de choix qui a fait que le président prend de l'ampleur. Puis quand je dis président, c'est la branche exécutive. La branche exécutive a le pouvoir de beaucoup d'institutions très célèbres et qui ont un pouvoir immense. La FBI, la CIA, the Energy Department, the Education Department, tout ça c'est des agencies, comme on dit en anglais, qui sont sous le contrôle de la branche exécutive. Donc du coup, quand le président change, le président il peut très bien changer le directeur de la FBI, il peut très bien changer la CIA, bien le directeur de la CIA. Il peut surtout foutre le bordel dans les bureaucraties. Ça, c'est quelque chose qui existe et qui est donc ultra important. C'est aussi le président qui décide de la politique concernant le respect des lois contre la discrimination. Et ça, du coup, c'est très important pour les minorités. Il y a ça. L'autre réalité, c'est que le système américain, comme tout système démocratique, se repose sur le respect des institutions. Et c'est mon opinion, mais je ne pense pas être à côté de la plaque. Trump ne s'est pas montré en capacité ou en volonté de respecter les institutions. Il a littéralement dit qu'il fallait qu'on arrête de compter les voix l'autre jour, mardi, au milieu de la nuit. Pour moi, c'est pas un président qui est prêt, dans sa volonté, de respecter les lois. Bien sûr, il est limité par les autres branches qui vont peut-être se réveiller. Mais le problème, c'est que les autres branches sont composées de personnes. Et le Parti républicain est majoritaire au Sénat. Enfin, on ne connaît pas encore la nouvelle composition du Sénat, donc on verra bien. Mais là, le Sénat s'est montré absolument favorable à donner au président tout ce qu'il voulait. Parce que c'était de leur perspective des républicains, dans leur intérêt.
Donc, bon, il n'y a pas trop de contre-pouvoir. Les lobbies existent évidemment. Alors, pour moi, le problème avec Trump, c'est que il sera réélu s'il l'est. Je ne sais pas encore, donc je ne me prononcerai pas sur le résultat qu'on aura, j'espère, ce soir ou demain, mais en réalité, on n'en est pas certain. Mais imaginons que Trump, il est réélu. Là, il est là pour un second mandat. Là, il se sent encore plus légitime. Il se sent encore moins obligé de respecter les institutions. Et pour moi, on rentre dans le détricotage encore plus flagrant de la démocratie américaine. Et je ne suis pas certain que les institutions américaines puissent survivre à un deuxième mandat Trump. Ah, carrément, d'accord. Oui, moi, carrément. Parce que là, par exemple, Trump a été impeached. On l'a trouvé... on l'a accusé donc d'avoir eu des rapports qui étaient tout à fait contraires à ses engagements vis-à-vis de l'Ukraine. Voilà, si vous ne me donnez pas ce que je veux en termes d'une investigation dans une affaire concernant le fils de Biden, donc une faveur politique, je ne vais pas vous donner de l'argent que les États-Unis s'est déjà engagé à vous donner. Donc ça, c'est totalement contraire à la loi. La Chambre des représentants l'a impeached. Donc impeached, c'est le trouver coupable d'avoir pas respecté la Constitution. Ah oui. Sauf c'est une affaire, oui. Michael, je te coupe pour rappeler. Ça, c'est l'affaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout le monde, c'était quand Trump a été accusé, effectivement, d'avoir. Alors, je n'ai pas utilisé le bon mot, mais d'avoir un peu soudoyé l'Ukraine pour obtenir des informations sur l'entourage de Joe Biden, qui était déjà pressenti pour être son concurrent principal. Et donc, on en est arrivé là. Il a été impeached, du coup, par la Chambre. Par la Chambre des représentants. Voilà, ok. Voilà. Mais il a été impeached. La Chambre des représentants a dit, a voté en majorité, puisque les démocrates sont majoritaires, et je pense qu'ils avaient tous les éléments pour le faire. Or, au Sénat, en fait, le président, il ne peut pas être enlevé de son pouvoir par la Chambre des représentants. C'est le Sénat qui l'enlève de son pouvoir. Donc le Sénat, il est là. Le Sénat, il y avait suffisamment, mais à une très très courte majorité, au Sénat pour dire « Ah bah très bien, oui, il a fait ça avec l'Ukraine, rien à foutre, il reste à sa place. » Donc du coup, les républicains ne veulent pas le mettre, ce candidat Trump, qui est actuellement le président, face à ses responsabilités. Et moi, je ne fais pas confiance aux républicains pour le faire s'il fait quelque chose d'encore plus grave. Parce qu'ils se sont montrés incapables de le faire, ou qui n'ont pas la volonté de le faire. Ok, je comprends, très bien. J'espère que c'est clair pour tout le monde jusque-là, mais je pense que ça l'est, hein, effectivement. Ouais. Salut Lord Macbeth, y a pas de souci, installe-toi. Là, on parle de politique américaine, de culture politique américaine, avec Michael Stambolis, qui est sociologue, et qui est donc maître de conf spécialisé dans la civilisation américaine. On a une autre question dans le chat que je voulais te poser. Alors, moi, j'avais une question formulée un peu différemment, mais je pense que c'est un peu la même, tu me diras. Pourquoi est-ce que ce sont toujours les démocrates versus les républicains? Et du coup, pourquoi est-ce que, par conséquent, à la télé, on n'a que des débats de Trump et Biden? Tout à l'heure, tu as montré sur ton livret de vote, tu as montré qu'il y avait plein de candidats. Et en fait, pour nous en France, alors, je dis ça, j'ai pas de chiffre officiel, hein, mais à mon avis, tout le monde pensait qu'il y avait deux candidats, tu vois. Ouais. On connaît que ces deux, en fait. Pourquoi? Alors, c'est une bonne question. Enfin, je dis ça à chaque fois. Elles sont toutes bonnes questions. Puis surtout que vous les avez élaborées ensemble avec tout le monde. Donc, écoute, la raison pour laquelle on parle de ça, parce que c'est impossible qu'un troisième parti gagne les élections présidentielles, parce que pour gagner une élection présidentielle, il faut gagner au collège électoral, et pour gagner au collège électoral, il faut gagner un État. Donc, imaginons qu'un candidat remporte un État, il est dans un troisième parti, ce candidat est extrêmement loin de pouvoir être en mesure de remporter le collège électoral. Et les démocrates et les républicains ont fait tout pour empêcher les troisièmes partis d'émerger. Il faut dire que la Constitution américaine ne dit rien des partis politiques. Ce n'est pas prévu, en fait, dans le système, dans le texte d'origine. L'idée était que
quand la Constitution a été écrite à la fin de la Révolution américaine et lors de l'installation de la démocratie aux États-Unis telle qu'on la connaît, il y avait moins de monde déjà, et le système, c'était qui les gens qui pouvaient voter? C'était les hommes blancs, hétéros, cis, fortunés, enfin disons avec une bonne situation sociale. Ça concernait très peu de monde et donc on était entre mecs et c'était pas très compliqué d'imaginer un système de parti qui soit pas trop difficile. Et ça s'est fait rapidement après parce que on commençait à s'opposer sur la place du gouvernement fédéral dans les affaires. Il y avait des gens qui disaient il serait très important que les États aient beaucoup plus d'indépendance et que l'État fédéral soit juste là pour veiller à ce que les choses se passent bien. Presque comme l'Union européenne, où les pays sont vraiment souverains. Et d'autres qui disaient non, au contraire, il faudrait qu'on ait un gouvernement centralisé très très fort. Et au début, l'articulation était grosso modo autour de cette question-là. Et deux partis se sont construits à cette époque-là. C'est pas du tout les mêmes partis qu'aujourd'hui pour pouvoir débattre de cette question-là. Au 19e siècle, il y avait davantage de partis politiques. Et les partis ont changé de nom et de configuration, de questions. L'esclavage a été très important comme question pour la création de nouveaux partis autour de cette question. Mais disons que la répartition entre démocrates et républicains commence à se solidifier au milieu du 19e siècle, pour faire vite. Avant et pendant la guerre de sécession, qui a lieu de 1861 à 1865, et depuis, on est vraiment resté sur un système de deux partis. Alors, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est que les positions des partis a beaucoup évolué dans le temps. Et surtout que dans un pays aussi important que les États-Unis en termes de population, et notamment de différentes catégories de population, les partis sont nécessairement, si les partis veulent gagner, doivent avoir des coalitions très larges pour pouvoir gagner. Alors qu'en France, on a énormément de partis et ces partis-là ont des coalitions plus petites. Disons que les électeurs pour les républicains, en France, les républicains français, c'est des électeurs qui, disons, il y a moins de variété chez ces électeurs-là en termes de leur profil sociodémographique que la variation chez les démocrates aux États-Unis, où on a beaucoup de différents types de personnes. Donc, on est sur un système de partis qui s'est tranché dans le temps et que mathématiquement, il est extrêmement difficile de gagner si on essaye de se lancer sur un troisième parti. Une petite nuance, peut-être, oui. C'est un troisième parti ne peut pas gagner pour le moment, mais un troisième parti peut foutre le bordel s'il arrive à convaincre suffisamment de personnes de voter pour lui et surtout si ces personnes-là viennent en majorité d'un autre parti. Imaginons qu'il y avait un candidat qui s'opposerait à Trump, mais d'un autre parti et qu'il arrive à convaincre, disons, 40 000 personnes dans un État clé. Et si ces 40 000 personnes votent pour ce troisième candidat, alors qu'ils auraient voté pour le candidat républicain, ça peut faire gagner les démocrates dans cet État-là. Est-ce que ça aurait pu être, par exemple, un Kanye West qui s'est quand même présenté seulement dans 12 États, mais qui voulait... Est-ce que ça aurait pu être le genre de profil qui aurait un peu pu foutre le bordel dans l'élection? Oh, Kanye. Kanye. Non, je ne pense pas. Kanye, Kanye, c'est quand même un exemple intéressant, c'est que pour pouvoir être sur le bulletin, c'est les États qui organisent les élections. Donc là, mon bulletin, c'est l'État de Californie, les législateurs de l'État de Californie qui décident qui a le droit d'être sur le bulletin ou pas. Et ils définissent des critères. Pour être sur le bulletin, il faut avoir un certain nombre de signatures, il faut que ces signatures soient obtenues dans certaines conditions, déposées, certifiées avant une certaine date pour figurer sur le bulletin pour qu'on puisse voter pour vous. Ça demande énormément d'argent, en fait, et de ressources pour pouvoir faire ça. Et les troisièmes partis ont beaucoup moins de ressources que les grandes parties. Du coup, il est difficile d'être sur les bulletins très concrètement. Et
dans les États, c'est les deux partis qui dominent. Donc les démocrates et les républicains, quand ils sont dans les législatures des différents États, c'est pas dans leur intérêt de favoriser l'émergence d'autres partis qui pourraient leur concurrencer. Donc ils font tout pour administrativement rendre la chose plus difficile. D'accord. Et d'un point de vue, Ouais. médiatique, il n'y a pas de temps de parole partagé, comme chez nous, comme en France? Alors, non, absolument pas. Alors, aux États-Unis, on a la liberté d'expression. La liberté d'expression, bon, évidemment, je schématise beaucoup, mais les médias aux États-Unis sont pas du tout réglementés de la même manière. Déjà, on est face à un pays qui est beaucoup plus grand, avec des marchés médiatiques très différents, plus larges, etc. Et que au gouvernement fédéral, il y a effectivement une institution qui existe pour faire respecter les lois, pour organiser le marché des fréquences radio, télévisuelles, etc. Mais on n'a absolument pas c'est aux médias de décider à qui elles font appel et pourquoi et dans quel contexte. Et c'est aux partis et aux chaînes de décider qui a le droit d'être sur scène pour pouvoir s'exprimer et qui a le temps de parole, etc. Et donc le Parti démocrate, c'est le Parti central démocrate ou le Parti central républicain qui décide et qui a le droit d'être entendu lors des primaires, par exemple. Et, et d'ailleurs, en plus, je rebondis sur ce que tu dis, en plus, c'est un cercle vicieux finalement, parce que les chaînes, c'est les chaînes qui décident, les chaînes vont inviter les gens qui vont leur apporter de l'audimat, et donc les partis les plus populaires, qui vont donc pouvoir conforter leur présence médiatique. Enfin, c'est un serpent qui se mord la queue, c'est un cercle sans fin. Euh, mince, attends, je vais remonter un petit peu, j'avais une question. Oui, parce que là tu as parlé des primaires, justement. Et les primaires, je voulais te poser une question là-dessus. Quelle est l'influence d'une primaire sur les stratégies électorales et sur l'électorat? Parce qu'avant d'être candidat, pour la présidentielle, il faut remporter la primaire, comme en France aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça a une grosse influence sur la façon dont tu vas mener ta campagne? Yes, tout à fait. Parce que là, on peut regarder dans le concret. Alors cette année, du côté républicain, il y avait quelques petites voix pour des gens qui. Alors c'est intéressant parce que c'est devenu un verbe en anglais. Maintenant aux États-Unis, on dit to primary someone. En gros, je vais me présenter en primaire contre cette personne-là parce que je pense que j'ai plus de chance, etc. Alors il y avait quelques personnes qui disaient, on va faire. Alors il y a eu effectivement un primaire chez les républicains, mais la tradition veut que le président qui est actuellement en poste et qui se représente est de fait le candidat du parti. Et donc du coup tous les autres qui se présenteraient, c'est des rigolos, on les prend pas au sérieux et ça n'a pas trop d'intérêt. En revanche, cette année, depuis les primaires en fait aux États-Unis, les élections ont lieu en permanence. Dès que on saura qui a gagné, je mettrai ma main à couper. Les débats sur qui sera le prochain candidat républicain vont démarrer. Parce que c'est dans 4 ans, c'est pas très loin, et en plus on a des élections de mi-mandat. Donc aux États-Unis, les élections fédérales ont lieu tous les 2 ans. Dans 2 ans, on va pas voter pour le président parce que le président il reste en place ou elle reste en place pendant 4 ans. Mais dans 2 ans, on va renouveler l'ensemble des sièges à la Chambre des représentants. Les représentants ne restent en place, ils ont des mandats et elles ont des mandats de 2 ans seulement. Donc du coup, quand on a un mandat de 2 ans, on est constamment en campagne. Le Sénat est la chambre avec les mandats les plus longs de 6 ans. Et on renouvelle le Sénat d'un tiers de ses membres tous les 2 ans. Donc en mardi, dans certains États, il fallait voter pour un sénateur. Et voilà, donc le Sénat change, un tiers du Sénat change tous les 2 ans. Donc on est vraiment en campagne permanente aux États-Unis, ce qui fait que la question des primaires est assez primordiale parce que il faut organiser sa stratégie. Si moi je veux être primaire républicain, il faut que je commence à me faire connaître. Si je suis déjà élu, il faut que je vote en fonction de ce que je pense va vouloir être favorable pour mon éventuelle candidature. Alors,
là, les primaires chez les démocrates, pour cette dernière élection présidentielle, il y avait beaucoup de candidats au début. Vous vous rappelez, il y avait le premier candidat ouvertement homosexuel, marié, qui était maire d'une petite ville dans l'Indiana. Il y avait très notamment, bien sûr, Bernie Sanders. Et à la fin, donc au début, c'était comme Koh-Lanta. Donc au début, ils étaient nombreux. À la fin, il n'en restera qu'un. Et à la fin, il y avait Biden. Mais avant, il y avait quand même l'épreuve des poteaux. Bon, l'épreuve des poteaux, il y en a 3. Là, l'épreuve des poteaux pour les primaires, il y en a que 2, disons. Non, bah du coup, oui, c'est comme la fin. C'est le jury, l'ultime jury à Koh-Lanta où il faut voter pour les 2 qui restent. Et en fait, les primaires, c'est ultra intéressant parce que on n'a pas besoin de convaincre la population, on convainc les gens qui sont dans son parti. Et du coup, le débat n'est pas le même parce que il faut convaincre les gens avec qui on partage un certain nombre d'idées. Mais dans quel sens ou dans l'autre? Donc Biden, c'est un candidat ultra centriste, pas du tout de gauche, vraiment centriste, voire de droite centriste. Alors que Sanders était beaucoup plus de gauche. Mais pour pouvoir ne pas laisser gagner Sanders, Biden, il était obligé de changer un certain nombre de positions pour pouvoir gagner. Oui. Donc, il a été plus orienté vers la gauche à la fin des primaires. Et ensuite, quand il devient le candidat, il faut qu'il se réoriente un petit peu. Enfin, en tout cas, traditionnellement, les candidats essaient de se réorienter. Alors, Trump, rien à foutre, il se réorienterait pour rien. On n'a rien à foutre. Et pour lui, il n'a pas besoin parce qu'il peut gagner une élection sans convaincre la majorité d'Américains de voter pour lui. Oui, à cause. D'accord. Alors que Biden, finalement, le choix Biden au sein du Parti démocrate peut s'expliquer justement parce que, contrairement à Sanders, par exemple, il a une plus grande souplesse, on va dire, politique, qui fait que c'est un centriste qui peut virer légèrement à droite pour récupérer certains électeurs de Trump. Alors, en tout cas, on peut pas dire qu'il s'agisse nécessairement d'une stratégie volontaire. Enfin, c'était peut-être la stratégie volontaire d'un certain nombre de décideurs, des élites dans le Parti démocrate. Et quand je dis des élites, des gens qui souhaitent mettre en place la stratégie, à la fin, c'est quand même les électeurs qui participent aux primaires, qui décident à la fin en partie de la stratégie. Mais et là c'est ce qui est intéressant dans les primaires, il y a beaucoup d'avis. Il y avait beaucoup de gens qui disaient on doit arrêter d'essayer de convaincre des gens qui votent pour Trump de voter pour démocrate parce qu'ils ne le feront pas. Il serait plus intéressant d'essayer de nous consolider autour de nos idées à nous, démocrates, des idées de gauche. Je sais pas, pourquoi pas un système de santé gratuit, public, l'éducation gratuite, publique, etc. Un salaire minimum convenable, augmenter les impôts pour qu'il y ait moins d'inégalités sociales, etc. Mais il y a... là, c'est une question empirique à laquelle on n'a pas nécessairement la réponse au début. On ne peut pas savoir quelle est la stratégie qui va marcher. Est-ce qu'il faut davantage motiver les gens pour voter dans son parti plutôt que de convaincre les gens de l'autre parti de voter pour soi, parce que c'est ça qui peut faire la différence. Il y a pas mal de gens qui disent que Hillary, elle a perdu, non pas parce que les démocrates n'ont pas réussi à convaincre, disons, des gens qui votent traditionnellement républicains et qui auraient voté pour Obama une fois, que finalement c'était parce que le Parti démocrate et sa candidate à l'époque n'arrivaient pas à susciter suffisamment d'envie chez les électeurs traditionnellement démocrates, et donc du coup leur manque d'enthousiasme face à l'enthousiasme des républicains était suffisant. D'accord, ok, je comprends très bien. En tout cas, je pense que c'est clair dans le chat. N'hésitez pas à dire si quelque chose n'est pas clair, mais en tout cas, là, Michael, je pense que tu as une piste. Si jamais tu t'ennuies et que tu as envie d'écrire un livre, je pense qu'il y a un truc à faire avec les élections expliquées par Koh-Lanta. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'aime bien cette idée parce que moi, Koh-Lanta, franchement, j'adore. Donc là, moi, j'étais pas tout à fait Jodie. Jodie, elle est partie la semaine dernière. Désolé pour les spoilers si vous l'avez pas encore regardé.
Donc voilà, moi j'étais content, c'était pas ma préférée, mais bon, c'est pas très grave, chacun ses préférences. Là, ça se corse chez koh c'est vraiment. Et Denis, c'est un petit peu ce qui. On est en train d'avoir un moment Denis Brognard là, parce que lui, il dit, et ce bulletin, il peut déjà être décisif, mais il prend tout son temps pour nous le dire. Ben là, c'est un peu ça, parce que le bulletin Géorgie, le bulletin Pennsylvanie peut déjà être décisif, et on attend. Ok, ouais, je vois, effectivement. En tout cas, là, j'espère, chers amis, que vous aurez noté. Prenez note, hein. Michael Stambolis a dit qu'il mettait sa main à couper que dès la fin des élections, si Trump n'est pas réélu, il y aura des nouveaux débats pour savoir qui serait le prochain candidat républicain. Donc n'oubliez pas, hein, comme on dirait dans Les Visiteurs, on va lui couper la main. On surveillera ça de près, bien évidemment. Encore deux questions. Pour ma part, dans le chat, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On est là pour ça. Moi, j'ai une question que je me suis posée il y a un petit moment déjà. Parce que finalement, quand on a un pays qui est passé de George W. Bush à Obama, et puis de Obama à Trump. Et peut-être de nouveau à Trump, ou peut-être pas. Ça a failli être Hillary Clinton. Du coup, on a Bush qui était un président assez... alors, je ne vais pas utiliser le mot guerrier, mais assez militariste, entre autres. On a Obama, alors qu'il était peut-être tout autant, mais qui était un Afro-Américain. Donc, on a salué ça en 2008. On a dit, c'est fabuleux, le progrès, etc. Enfin, les avancées sociales. On a failli avoir la première femme présidente en 2016 et finalement on a eu tout l'inverse du progressisme, tout l'inverse du progrès. On a eu un président qui est raciste, homophobe, misogyne et du coup j'ai l'impression qu'il y a une espèce de zigzag idéologique tous les 4 ans, tous les 8 ans. Comment on peut expliquer ça? Alors, c'est vrai que ça peut donner le tournis. On a l'impression qu'il y a un zigzag. Je pense qu'il faut pas oublier ça. On n'arrête pas de le dire, mais on est face à le candidat ou la candidate. Là, ça n'a pas été le cas, mais au candidat qui gagne. Et là, on dit, mais comment se fait-il que les Américains aient voulu de ça? Et que donc nécessairement, ça reflèterait une identité profonde ou des convictions profondes des habitants du pays. Je pense qu'il faut vraiment que cette façon de réfléchir n'est pas forcément la plus intéressante. Déjà parce que quand on regarde, Hillary Clinton, elle a convaincu la majorité d'Américains pour voter pour elle. Disons que la majorité d'Américains était tout à fait prête à avoir Hillary Clinton, à plus de 3 millions de voix. Donc, les Américains voulaient une femme présidente. Et ne l'ont pas eu puisque le collège électoral a fait que c'est le candidat minoritaire qui n'a pas su convaincre la majorité d'Américains de voter pour lui. Donc non, les Américains n'ont pas été sexistes et ne pouvaient pas imaginer. Disons que il y avait suffisamment de personnes dans quelques États clés qui l'étaient pour faire basculer l'élection. Mais ça ne représente pas la majorité de l'opinion, loin de là. Pareil pour Bush. Bush, il n'a pas convaincu la majorité d'Américains. Il a perdu la première fois. Après, il a gagné la réélection. Il y avait le 11 septembre qui a eu lieu entre-temps. Il y avait cette espèce de chauvinisme américain et rengain de patriotisme qui fait qu'en temps de guerre, ce qu'on observe régulièrement, c'est qu'il y a un resserrement autour du drapeau, mais pas littéralement autour du drapeau, mais un resserrement autour des leaders politiques qui sont en place pour bien mener la guerre, entre guillemets. Voilà, après, le truc, c'est que Obama, il est rentré, si je donne des exemples à chaque fois, c'est parce que c'est toi qui m'as donné ces cas-là, c'est qu'il faut essayer d'analyser les changements au niveau des présidents en fonction du contexte et pas seulement en fonction de ce que ces personnes représentent, surtout de notre perspective contemporaine. Donc, par exemple, Obama, pourquoi Obama a gagné? Alors, il y a plein d'explications, mais Bush, il ne pouvait pas se représenter. Il avait déjà eu 2 mandats. Et quand on est au bout de 2 mandats avec un parti, il est plus difficile de rester en place. Souvent, l'opinion
publique est prête pour un changement de direction. Donc, c'était favorable déjà aux démocrates. Rajouter à cela une crise économique de 2008 qui débute et qui bascule tout ce qui est la campagne. Et bien sûr le candidat d'Obama qui a suscité énormément de bonne volonté. Voilà, donc Obama il est intervenu dans un contexte spécifique. Hillary Clinton, pareil, elle arrive enfin de 2 mandats d'un candidat démocrate. Alors l'économie est en train de marcher et ce qui est un peu, ça m'énerve mais c'est la réalité, c'est que l'opinion publique américaine pense que les républicains sont meilleurs, gère mieux l'économie et donc du coup généralement si la campagne est axée autour de l'économie, parfois ça peut favoriser en quelque sorte, pour faire très rapidement, le candidat en l'occurrence Trump. Mais il faut le rappeler, il a perdu l'élection, il a gagné parce qu'il est devenu président, mais il n'a pas convaincu la majorité d'Américains pour voter pour lui. Voilà. Je sais pas, je m'arrêterai là, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Ok, je comprends très bien. Je comprends. Effectivement, on n'est pas tant dans un zigzag idéologique, finalement, comme j'ai pu le dire, que dans des contextes sociologiques et économiques qui sont très différents, en fait, qui évoluent tout le temps. Oui, Ok, je comprends ça bien. évolue et puis la composition de la population change, évidemment, l'opinion publique change aussi et change rapidement, comme en France, sur un certain nombre de questions. Par exemple, avant de légaliser le mariage entre personnes de même sexe, beaucoup de gens étaient contre. Depuis sa légalisation, l'opinion a changé, mais radicalement et rapidement. Donc, c'est-à-dire que l'opinion peut varier très rapidement. Après, il faut ne pas seulement regarder ce qui se passe au niveau présidentiel. Là, on est braqué sur la présidence depuis le début de l'émission, mais il y a 50 États avec 50 législatures, il y a 50 gouverneurs, il y a aussi un Sénat, il y a aussi un Congrès. Là, par exemple, on sait que la première personne trans a été élue au Congrès. Donc, il y a aussi des choses qui se passent, mais à une autre échelle, qu'il ne faut pas oublier non plus, puisque ça permet vraiment de tempérer la grosse personnalité dominante du président ou de la présidente. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Michael. J'ai une dernière question, à moins que dans le chat vous en ayez, mais je pense qu'une dernière question avant de conclure. Quelle place, finalement, occupe la politique dans la vie des citoyens aux États-Unis? Quand tu dis la place, c'est-à-dire la dans les quel rôle ouais. alors là, c'est peut-être vaste comme question, mais est-ce que est-ce que les Américains sont des gens politisés? Ça dépend, oui et non. Disons que beaucoup d'Américains en ont marre des élections, de voter tout le temps, parce qu'on est beaucoup sollicité. Aussi, beaucoup de gens qui se disent j'en ai marre des partis politiques, je ne me sens pas représenté. Là, ce qu'on peut dire en revanche, c'est que cette année, cette élection a été extrêmement bien suivie. Et surtout que ça a mobilisé beaucoup plus que d'habitude. Donc d'habitude, le taux d'abstention est très important aux États-Unis. Et ça peut être... le taux d'abstention est une façon pas inintéressante de mesurer l'intérêt que ça suscite chez les individus. Eh bien, le taux d'abstention était plus faible cette année parce que les gens, ils ont vraiment pris ça à bras-le-corps parce que je crois que les gens, ils ont vu cette élection en partie comme un référendum sur l'avenir des États-Unis. Comme moi je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est quand même un enjeu ultra important, même si je ne veux pas exagérer. Et ça, c'est une façon de mesurer la place. Une autre façon de mesurer la place de la politique, c'est la façon dont on parle des choses. Mais la politique, c'est pas seulement la politique électorale, ça peut aussi être les mouvements sociaux, s'engager, faire du militantisme, être dans la rue. Et là, je pense que les Américains sont très politisés en ce moment, avec le nombre de manifestations Black Lives Matter, par exemple, ou les manifestations pour les droits des femmes, ou d'autres manifestations dans d'autres sens. Là, il y a quand même eu une manifestation toute petite, évidemment, assez ridicule même, mais de néo-nazis. Voilà. Ah ouais. Donc, il y a un investissement de l'espace public et de l'engagement par les Américains. Tout à fait, mais qui ne s'exprime pas nécessairement par la politique électorale, qui est une autre forme de politique très institutionnalisée. D'accord, très bien. C'est très intéressant ta dernière réponse. Et merci beaucoup.
Michael Stambouli, dans le chat, j'espère que ça vous a plu. J'espère que tout était clair. J'ai l'impression que oui. En tout cas, personnellement, je trouve que oui. Mais ça m'a semblé très bien. Non, moi, je suis convaincu. Oui, tout à fait. J'étais parfait. Si je devais me noter, non. Si j'étais un peu, moi, je parle lentement. Puis en plus, le pire, c'est que quand on est prof, on parle beaucoup et on aime bien s'entendre. Donc, j'espère que j'ai pas été trop long non plus. Non, je t'aurais repris. Là, ça dure 1 heure et demie. Je suis content, ça fait plaisir. Vaut mieux ça que l'inverse. Ça fait du bien d'écouter un peu des gens qui savent de quoi ils parlent et de leur laisser un peu le micro aussi. Donc, je suis très content. Écoute, je vais conclure en disant pour tout le monde, mardi 19h, vous connaissez, le mardi c'est l'actu. Donc, on discute de l'actu tous ensemble. Voilà, donc mardi soyez présents et jeudi prochain à 19h, on se fait le format React vidéo. C'est-à-dire qu'on réagit, on va regarder un documentaire qui est super intéressant, un documentaire d'Arte qui s'appelle Génération écran, génération malade, point d'interrogation. C'est-à-dire 50 minutes, on regardera ça ensemble, ça va être super intéressant. Donc mardi, actu, jeudi, documentaire sur les écrans. Voilà, c'est bon, tous les remerciements arrivent au fur et à mesure sur le chat, c'est fabuleux. Plein de cœurs virtuels. Michael, merci beaucoup, merci encore. Merci à toi, merci pour l'invitation, merci surtout aussi à tout le monde qui a participé à l'élaboration des questions. C'était super intéressant ce dialogue. Et je suis disponible. Je peux faire l'autopromotion. Je suis sur Twitter @mstambolis. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, à me relancer si vous voulez prolonger la conversation. Je suis à vous. Et voilà. C'est vrai que j'ai oublié de le marquer dans le titre en bas, dans le bandeau, mais je le marquerai la prochaine fois. Donc M Stambolis, tout attaché, pour discuter avec Michael. Donc merci d'avoir été présent dans le chat, merci Michael, et puis bonne soirée à tout le monde. Et puis à la prochaine. Salut, bisous!